Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Je crois qu'on peut commencer maintenant. Euh, pour commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, bienvenue. Moi, je m'appelle Noah Charva. Je suis Senior Program Assistant chez Digital Square à Pat. Et bienvenue au Digital Square Fireside Chat. Cette session informelle est l'occasion de discuter les bases de Fire et de converser sur les aspects plus complexes de Fire. Vous aurez également la possibilité de poser des questions à José, un expert en normes Fire et en interopérabilité. Et pour vous parler un peu de Digital Square est une place de marché florissante pour la santé numérique. Et c'est pour ça qu'on dit Square en anglais, où l'offre et la demande se rencontrent pour accélérer l'équité et en matière de santé grâce au développement, à l'adoption, à l'échelle et à la fourniture d'innovations dans le domaine de santé numérique. Pour ce faire, l'initiative aligne les investisseurs, les organismes gouvernementaux autour d'une vision commune de la santé numérique fondée sur les besoins et les priorités des pays. On collabore avec les organismes régionaux et nationaux pour renforcer la gouvernance de la santé numérique au niveau national afin de soutenir la transformation numérique des pays et de promouvoir le développement, l'adoption et la réutilisation des biens numériques mondiaux pour la santé. Digital Square soutient la communauté mondiale de la santé numérique, y compris les gouvernements nationaux, dans la compréhension, l'alignement et l'application des normes pour l'échange d'informations sur la santé, telles que Fast Healthcare Interoperability Resources. OK, ensuite, je vous invite de vous présenter. Si vous voudrez parler, le mettre dans le chat aussi, ça marche, mais on va prendre peut-être 2 minutes maintenant pour les présentations. Et vous pouvez commencer comme vous voudrez. Laura, pardon, je n'ai pas compris si tu voulais que les gens se présentent par le chat ou si on démarre la discussion. Je n'ai pas compris, pardon. Ah bon, désolé. Oui, je voulais juste donner tout le monde peut-être 2 minutes, 3 minutes pour se présenter, par ceux qui Ah veulent le oui, oui, faire. oui. Oui, 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 c'est Euh, ça. mais on est combien maintenant? OK, on est 6. Euh, OK, bah, ensuite, maintenant, je vais vous présenter notre orateur aujourd'hui, qui s'appelle José. José est consultante en gestion des données, normes et interopérabilité et on travaille dans le secteur des technologies de l'information et des données dans le secteur des technologies de l'information et des données de santé depuis plus que 20 ans. Et José, il a développé les produits de santé Orbis et Ampax BI-R. En outre, il a été impliqué dans projets d'intégration tels que le développement des systèmes d'intégration et d'analyse de données en Europe et en Amérique latine, l'intégration des systèmes d'analyse de données en Europe et en Amérique latine, des intégrations dans un grand groupe hospitalier à Paris et a contribué au cadre national d'intégration en Belgique. José est co-président d'IHE Pharmacie et un fer partisan et contributeur de FHE. Depuis 2009, José contribue aux normes mondiales en matière de soins de santé, HL7, IHE, ISO, il a également facilité le lancement des groupes de travail HL7 et IHE au Brésil, au Portugal et en Belgique. Et OK, avec ça, José, je vous donne la parole. Merci, Laura.
Merci pour cette introduction et merci pour les gens qui participent. Comme on a discuté, merci pour les présentations qui sont là dans le chat. Euh, c'est une discussion très ouverte, donc on n'a pas un agenda, on a des topics qu'on peut discuter. Mais c'est une discussion ouverte, donc l'objectif, c'est exactement savoir qu'est-ce que les gens font aujourd'hui, donc qu'est-ce que les institutions demandent et sont en train de discuter aujourd'hui dans la communauté francophone de FHIR ou des standards. Et là, je serais vraiment intéressé de savoir comment est-ce qu'on peut, de quoi est-ce qu'on doit parler, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle, quels sont les sujets les plus intéressants, s'il y a des points d'attention, des points qui quelqu'un considère des bons sujets pour cette discussion aujourd'hui. Ou si on veut parler de la release, de la nouvelle release de FHIR, ou s'il y a des problèmes de terminologie, ou s'il y a des autres choses. Donc, on a des sujets qu'on peut proposer, mais l'objectif, c'est d'essayer de savoir quelles sont les matières qui sont plus intéressées pour la communauté. Donc, Floria. Je mets une caméra. Merci. Alors d'abord, merci beaucoup pour proposer cette série en français. Je pense que c'est essentiel, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. Après, je pense que plus largement, il y a d'autres pays intéressés, mais c'est hyper intéressant de proposer ce genre de choses en français. Deuxième chose, effectivement, moi, aujourd'hui, chez Terre des Hommes, on a des outils de santé numérique. On a une petite sensibilité, effectivement, à l'exploitation des données et au fait qu'on aurait certainement intérêt à intégrer de la standardisation dans nos données. Mais on n'a pas encore réussi à démontrer en interne toute la pertinence d'aller vers ça et donc d'engager des fonds pour modifier nos outils, voilà, pour justifier en fait qu'on doit aller vers ce standard et vers l'interopérabilité. Je pense que les gens le comprennent, mais ça nécessiterait vraiment des arguments convaincants. Et je pense que c'est intéressant dans ce genre de webinaires qui sont vraiment un peu une overview de FHIR, d'avoir ces éléments-là. Encore une fois, je pense qu'on n'introduit pas un standard pour l'introduire, on l'introduit dans le but de. Et donc, ça serait intéressant justement qu'on ait ces éléments-là à travers ce webinaire. Voilà, ça c'est pour ma part. Après, je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. Mais merci quand même pour cette introduction, pour présenter cette problématique. J'ai quand même une petite question sur ça. Quel est le point qui est plus difficile de convaincre les gens? C'est interopérabilité, échange de données, ou la migration vers un nouvel standard. Donc, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qu'il faudrait migrer ou qu'il serait bon faire la migration et convaincre les gens de ça, c'est difficile? Ou est-ce que les systèmes sont pas interopérables, sont silos et demander l'attention et le funding des gens, des organisations pour des investissements à ça? Quelle est la difficulté là? C'est interopérabilité ou migration vers FHIR? Alors, nous, on est une ONG qui fait de la santé pour avoir de l'impact. Et donc, en gros, les outils qu'on a définis il y a une dizaine d'années et qu'on continue de maintenir aujourd'hui, c'est des outils qui visent à aider les agents de santé. Et c'était l'objectif premier. Donc, c'est vraiment du CDSS comme on le connaît. Et donc, on s'est peu soucié, en fait, de l'aspect données de ces outils et des données qui sont collectées à travers ces outils. On s'en est peu soucié jusque-là et finalement, ça nous va bien parce que nous, notre objectif premier d'aider les agents de santé, il est quasiment atteint avec ces outils. Mais en revanche, maintenant, on commence à comprendre en interne, mais c'est là qu'il y a la difficulté aussi de convaincre le management et la direction qui n'est pas très sensibilisé à la question de la santé numérique, mais c'est de les convaincre qu'on est assis un peu sur un tas d'or, entre guillemets, qu'on a énormément de données et qu'on pourrait plus largement aider et renforcer les systèmes de santé en exploitant mieux ces données. Et là, clairement,
moi, parce que j'ai cette sensibilité sur la santé numérique, je comprends l'intérêt d'avoir des données interopérables et de pouvoir collaborer plus facilement avec d'autres outils ou avec d'autres entités. Mais c'est là que c'est plus difficile, c'est de justifier à mon management que pour pouvoir faire ça et le faire aisément et peut-être de façon moins coûteuse, moins onéreuse dans l'avenir, il faudrait qu'on aille et qu'on modifie ces outils, qu'on migre vers des outils plus interopérables. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc c'est de réussir à construire un peu cet argumentaire en interne pour Fire, et donc de mieux comprendre aussi Fire pour moi, parce que je peux pas devenir un spécialiste juste de Fire en interne, mais c'est d'avoir suffisamment d'arguments pour justifier en interne qu'on fasse ces migrations. C'est très intéressant. Donc, si je bien comprends, c'est la libération des données, la réutilisation, les données au service de la santé et pas seulement au service d'une connexion ou d'une fonctionnalité isolée, là, quelque chose qui marche, mais alors les données de vaccination qui sont là, mais pour les effets de vaccination, mais on n'a pas l'objectif, la vue, la perspective globale de qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour améliorer les systèmes d'information. Donc, c'est très intéressant. Quelques idées sur ça, si je peux jouer un peu de ping-pong là. Le data-centric design, c'est de plus en plus important, exactement parce que les gens parlent de plus en plus de secondary data use, par exemple. Je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est l'usage secondaire des données, je ne sais pas. Donc, pour les analytiques, pour entraîner les systèmes d'apprentissage ou les systèmes je ne dirais pas de machine learning, mais les systèmes de support à la décision, mais plutôt pour la définition de politique de santé ou l'amélioration des politiques de santé, ou même pour la vision opérationnelle du système. Est-ce que le système fonctionne bien ou non? Est-ce qu'on a suffisamment de stock? Est-ce qu'on jette du stock? En termes, par exemple, pour la gestion de stock et pour les données, j'ai une petite discussion avec un pharmacien, un ami qui est en Grèce, et on a discuté, et je l'ai dit, bon, un de ces jours, je vais proposer de faire un système d'analyse des stocks de pharmacie pour un hôpital, pour des hôpitaux. Je veux pas vendre. Donc, il y a 10 ans que j'ai eu cette discussion. Je ne vais pas vendre le système. Je vous demanderai 1% des économies de stock comme paiement du système. Il a dit effectivement, non, si tu demandes 1% des économies, tout sera déjà très, très bien. Donc, c'est l'usage des données. Donc, je pense, je dis ça comme un épisode, mais je pense qu'il y aura sûrement des sujets pour lesquels la gestion de données, c'est important. Donc, c'est opérationnel, donc la gestion opérationnelle, ça intéresse à tout le monde. Aussi, c'est plutôt pas pour les ministères, mais pour les sociétés de faire quelque chose. Oui, mais aussi pour les ministères. Le type de travaux qu'on a, alors voici un système, est-ce que ça marche dans notre pays, oui ou non? Cette question, ça prendre des mois à répondre parce que les systèmes sont développés avec un modèle de données en vue. Et dans notre pays, dans certains pays, les modèles de données ne seront pas les mêmes. Donc, l'intégration des systèmes qui existent déjà, donc l'agilisation de cette intégration, et oui, l'opérationnel et même l'usage des données, parce que si les systèmes ne sont pas alignés, comment est-ce qu'on peut voir si les pharmacies sont dans le bon stock, si on a plus de patients ici, ou par exemple, un petit épisode, et en seconde en plus, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire la meilleure gestion un peu plus mieux de notre staff, de notre personnel, si on sait à partir des données de Human Resources que cette personne va entrer en licence absence de maternité ou s'il va en retraite, etc. Les données sont là, mais pourquoi est-ce que les données sont utilisées dans l'écran de l'utilisateur? Ils ne sont pas interopérables, parce que si on les a interopérables, on pourrait même évaluer est-ce qu'on a besoin de plus de médecins là, de cette spécialité-là, ou est-ce qu'on aura des régions qui ne sont pas couvertes pour des spécialités, etc.
C'est ça. Alors, je vais même prendre désolé de monopoliser la parole, mais je vais même prendre un exemple concret. Nous, donc, ces outils qu'on a déployés au niveau primaire collectent énormément de données. C'est pour la consultation IMCI, hein, donc ça collecte énormément de données. Et on a mis en place une collaboration avec l'OMS, où l'OMS voulait comparer un peu les données issues de ces outils avec les données du DHIS2. Et donc, on a été, à un moment donné, confronté à la situation où on devait transmettre, donner accès à ces données à l'OMS. Et incapable, en fait, ou alors très difficilement, et on a passé énormément de temps à s'entendre sur le dictionnaire des données, sur à quoi correspondait telle ou telle donnée, etc. Et j'ai le sentiment que Fire pourrait nettement améliorer ce genre de collaboration, parce que finalement, on leur dirait, bah voilà, toutes ces données, elles sont stockées dans un serveur Fire, standardisé. Donc, quand vous allez dans tel endroit, dans tel, je sais pas, dans telle ressource, vous savez exactement à quoi correspond la donnée que vous avez trouvée là et vous pouvez l'utiliser. Et donc, d'une certaine manière, on s'entendrait beaucoup mieux, on passerait beaucoup moins de temps à essayer de comprendre un peu quelles données, etc. Et donc, ça serait beaucoup plus efficace. C'est un exemple concret des difficultés qu'on a aujourd'hui. Et sans doute, moi, en tout cas, ma compréhension des choses, c'est que si on avait introduit dans nos outils un standard, quel qu'il soit, mais Fire probablement, on n'aurait pas eu tous ces soucis-là. Donc moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de voilà, c'est un argument, hein, c'est un argument que j'ai vis-à-vis de ma direction quand j'essaie de leur justifier l'importance d'introduire ces standards. Mais il m'en manque certainement. Et puis après, bah, ça sera intéressant aussi. Et bon, là, il me faudra des experts. Il faudra peut-être qu'on se dote chez nous de certains experts. C'est pas moi qui pourrais faire ça, mais il faudra qu'on l'implémente. Et donc là, ça sera intéressant aussi d'avoir un peu des case studies et de voir un peu comment on peut implémenter ça de manière simple dans nos outils. Et en français, ça c'est royal parce que moi, mes équipes sont en français et donc moi, autant je peux participer à des chats et des webinaires en anglais et essayer de restituer un peu. Mais c'est vrai qu'en français, c'est beaucoup plus facile de faire participer mes Exactement. équipes qui sont plus Oui, techniques et qui, elles, oui, voilà, oui. exactement. Non, c'est parfait. Je peux. Alors, Samuel, bienvenue, mais on est dans une conversation ouverte, hein, donc on joue un peu des idées, des problèmes qu'on a vus. Florian, une chose donc, un autre type d'argument serait que si, par exemple, l'OMS fait donc la gestion des données, des modèles donnés, la standardisation des modèles donnés, euh, les institutions, donc l'OMS et les autres, font déjà pas mal de travail sur cette problématique-là parce qu'exactement euh, à une échelle plus globale ou plus transnationale, ça fait du sens. Dans un petit système, ça n'a pas du sens. Dans un système national ça sûrement fait sûrement c'est sûrement un point d'attention de l'harmonisation des données. Au niveau international, c'est clair que que ça manquera. Donc, un autre type d'argument, c'est que bon, les organisations comme l'OMS, HL7 a démarré FIRE exactement pour dire voici le modèle de référence pour les données de santé. Donc, c'est un autre type d'argument. Les gens qui sont au terrain, qui ont besoin de faire quelque chose qui marche de façon stable, de façon itérable, donc qu'on peut progresser, etc. Ils font ça. Et je pense que c'est un des grands points d'attention aujourd'hui dans les normes, par exemple ISO, les standards ISO. Euh, on a des initiatives là que les normes sont accompagnées aussi déjà avec un modèle donné pour dire voici les données qu'on préconise. HL7 sûrement, IHE aussi, donc il y a une bonne série d'organisations qui s'occupent de ça. Et avec ça, ça nous arrive une autre chose, c'est l'écosystème de Fire. L'écosystème de Fire, c'est parfait pour ça parce que c'est built-in, hein, donc le mapping, les concepts de mapping, les concepts de gestion des structures de données sont implicitement, intrinsiquement, je ne sais pas si c'est bon, le bon prononciation, dans Fire. Donc, ça nous permet d'avoir, par exemple, on a une chose qui c'est concept map, ça nous permet de dire ces codes-ci concernent ou est mappé vers SNOMED X ou vers LOINC Y ou vers ICD quelque chose.
donc les outils, les processus de gestion de ça. Et je suis bien au courant qu'il y a beaucoup d'initiatives. Par exemple, dans l'Europe, il y a beaucoup d'initiatives sur si on parle de e-health data spaces. Donc l'Europe, la Commission européenne veut que dire il faut harmoniser les données. Mais un effort pionnier sur ça était dans les États-Unis. Le Meaningful Use, donc cette initiative il y a 20 ans, je pense, non, pas 10 ans, le gouvernement a dit qu'on a besoin de capturer au moins les données de âge du patient, s'il est fumeur ou non, etc. Au moins ça, au niveau national, ils ont trop investi. Donc, ça, c'est un bon indicateur que si le gouvernement s'organise pour arriver à des modèles communs ou des outils, etc., et si les outils agrandissent ça, donc c'est parce qu'il y a quelque chose là, donc c'est parce qu'il y a du valeur là. Donc je ne sais pas si ça va marcher comme argument, mais l'argument de tout le monde le fait normalement, c'est parce qu'il y aura des raisons. Oui, et la croissance des outils, d'écosystèmes, des processus, tout le monde, alors pas tout le monde, mais beaucoup de gens qui sont dans cette discussion, donc le Fair Data Use, OMOP, Mapping and Solid, etc. Donc ces concepts-là sont bien compris et maintenant il y a pas mal de gens qui s'occupent de comment est-ce que ça va marcher ensemble. Par exemple, je suis en Belgique et en Belgique, on a une organisation qui s'appelle Health Data Agency. C'est une agence que pour l'harmonisation des données. Donc, c'est que pour l'architecture de données nationale. Donc, c'est une initiative qui est très importante parce que sinon, on n'a pas des statistiques fiables. Et sans des statistiques fiables, qu'est-ce qu'on peut décider, hein? On peut décider ici ou là, mais c'est ça. Je pense que ces types d'initiatives sont très courantes et ça nous indique aussi le potentiel derrière ça. Merci. Je continue la discussion, hein. Je ne sais pas si Samuel veut intervenir aussi, mais après, donc l'expérience qu'on a au Burkina, où on est à l'échelle hein, sur cet outil, on est dans quasiment 90% des centres de santé, donc la quasi-totalité des consultations sont faites pour les moins de 5 ans avec cet outil. Il est rentré dans les politiques nationales, donc on a un rôle, on a une responsabilité en fait vis-à-vis du ministère de la Santé. Alors, qui s'engage, hein, et d'ailleurs il est appuyé par Digital Square, par différents PASS, différents acteurs. Dimagui aussi est impliqué, et la solution elle est sur Comcare. Donc bon, bref, il y a pas mal d'acteurs qui gravitent un peu autour de la santé numérique au Burkina, mais pour l'instant, on voit pas vraiment s'il y a un standard qui est mis en place au ministère de la Santé. On voit pas vraiment s'il y a des choses. Donc en fait, nous on se sent investi presque d'une mission de bon bah ok, puisqu'il n'y a rien qui est fait au niveau central par le ministère, nous on devrait venir avec notre solution. Elle est sur Comcare ou elle pourrait être sur une autre plateforme, mais on devrait venir peut-être avec un outil plus standardisé, peut-être un serveur Fire. En fait, toutes ces données qu'on collecte à travers un outil, quel qu'il soit, on les livrerait dans cette instance Fire. Et puis après, bah, libre au ministère de venir se brancher dessus, de l'incorporer dans son architecture globale, ou de le mettre à disposition d'acteurs qui voudraient accéder à ces données, l'OMS par exemple, et d'autres. Donc moi, j'ai presque envie en fait ok, le ministère, il a son rythme, mais moi, j'ai cette responsabilité de standardiser un peu ma donnée. Donc, j'introduis ce système-là et puis je pousse les données là-dedans. Et moi, en tant qu'ONG, bien sûr, j'aimerais être capable d'exploiter ces données, de dresser des tableaux de bord très utiles au ministère, etc. Mais j'en ai pas forcément la capacité. Et d'autres, comme Blue Square, l'ont. Donc j'ai vraiment cette nécessité de mettre à disposition de la donnée, encore une fois, exploitable très facilement par toutes ces organisations-là. Donc voilà, moi je suis un peu dans cette logique de dire bon bah il faut vraiment que j'implémente ça dans mes solutions, dans mes architectures. Et puis après le ministère, il ira à son rythme et au moins ces données seront là, il pourra les exploiter. Oui.
Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques? Par exemple, il y a des pays où le patient summary, c'est très important. Pour des autres, c'est la liste des médicaments d'un patient. Pour les autres, c'est le stock des vaccins. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a des topics intéressants là, ou plus appellatifs pour les gouvernements? Après, c'est les priorités nationales. Donc, oui, il y a des sujets sur la vaccination. Et donc, dans le protocole AMCI, évidemment, on collecte, et dans notre outil, on collecte, quand on voit un enfant en consultation, on collecte toutes les données sur la vaccination. Donc, on essaie de digitaliser un peu d'une certaine manière le carnet de vaccination, si la maman vient avec. Donc, on a des données sur quel vaccin a reçu l'enfant, à quelle date. Et typiquement, ça, c'est une mine d'informations extraordinaire pour Gavi ou pour d'autres, ou pour le ministère directement. Sur la malnutrition, je pense qu'aujourd'hui, on a très peu de données. Et en consultation à MCI, on récupère évidemment l'état nutritionnel de l'enfant. Donc, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur le palu, ça peut être sur... Voilà, tous ces sujets-là, en fait, sont d'importance pour le ministère. Donc, toutes ces données, à un moment donné, peuvent revêtir pour le programme national de lutte contre le palu, pour le programme national de lutte contre le VIH ou pour le PEV, peuvent revêtir une importance capitale. Oui. Alors, ça me rappelle une chose, peut-être je laisse ici comme une idée ou une chose, alors, une chose que j'ai pensé, voilà, que je constate. Moi, je suis venu de l'analyse de business, hein, donc j'étais pas un développeur, je suis pas un développeur, mais depuis Fire, parce que c'était trop accessible, j'ai essayé toujours d'essayer un peu avec les technologies. Euh, et bon, je dis ça pour dire que c'est un des objectifs de la communauté, c'est mettre les outils dans la main des gens pour permettre la prototypage rapide, etc. Et on est bien avancé sur ça. Mais par exemple, à cause des avancements qu'on a fait et aussi parce que je ne suis pas un développeur, donc je ne veux pas rentrer dans le code Java, mais je veux avoir quelque chose qui, avec une image Docker et un fichier YAML, je peux faire quelque chose. Euh, on a eu certaines évolutions. Et par exemple, je parlais avec un collègue ici, euh, il me disait, ah, il serait bon, j'ai un projet pour analyser ou pour monitorer l'occurrence ou je sais pas, prédominance, je sais pas, des allergies dans des régions pour savoir si dans les régions urbaines ou agricoles, etc., on a ça. J'ai dit, c'est très intéressant. Si tu me donnes 15 minutes, je te donne un serveur pour stocker tout ça. Donc, cette affirmation de 15 minutes, mais c'est 15 minutes parce que dans Fire, on a les modèles standards. Donc, si nécessaire, on peut les étendre, mais c'est déjà là. Et c'est pas, OK, on va avoir, dans 6 mois, on aura le plein pour démarrer les discussions. Non, c'est 15 minutes, 10 minutes pour mettre un serveur online. Euh, et donc, c'est une chose. Et comme aussi de côté de Fire, on a beaucoup de bibliothèques, soit Python, soit JavaScript, etc. On peut même dire que, alors, s'il faut faire un petit prototype, que pour montrer au gouvernement, voici l'analyse, une analyse hypothétique avec des données synthétiques qui on peut aussi utiliser avec les outils de Fire. Voici un petit panorama de ça, mais c'est des données pas réelles. Est-ce que vous voulez ça? Donc, je ne sais pas si ça pourrait aider, mais des choses plus concrètes, plus tangibles, ça pourra aider à montrer aux gens de quoi est-ce qu'on parle. Moi, je suis du côté standard, mais j'essaie, ça dépend avec qui je parle, mais si je parle des avantages de standardisation, j'essaie toujours de mettre des petits points. Par exemple, je dis toujours la même chose, c'est si on a patient gender et patient gender identity, est-ce que c'est la même chose ou non? Mais sinon, ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les statistiques si on ne sait pas même de quoi on parle? Donc, c'est ce type d'exemple concret. Et si on montre quelque chose, voici un petit prototype qu'on a fait dans quelques semaines dans notre labo, ça pourra aider aussi pour les gens. Ah, OK, je veux suivre ça. Normalement, des initiatives sont, oui, dès que ça soit aligné avec les objectifs stratégiques, je pense que c'est peut-être utile. Et à mon avis, donc ma impression, c'est que les pays où on a plus de ressources, plus de techniciens, consultants, etc.,
on a de la calme, on va faire des choses là. Mais si on a des pays où avec les gens ont besoin de rapidement montrer quelque chose, ça stimule un autre type de créativité. Oh, ok, c'est bon, je peux faire, c'est Docker, ok, demain tu auras ton prototype. Je pense que ce type de laisser les gens se stimuler un peu et de promouvoir les résultats. Donc, on a aussi une série d'événements, des connectatons, des hackathons, etc. là, pour dire, et voici quelqu'un veut montrer une application ou une application mobile ou un kit. Il y a beaucoup d'initiatives sur ça et je ne sais pas si ça pourra aider. Si, moi je pense que ça serait super intéressant. Alors d'autant plus que cet outil maintenant il est à l'échelle, donc je pense que pour quelqu'un qui voilà qui serait un peu spécialisé sur le sujet, ça serait une belle vitrine en plus, ça serait une belle réalisation. Donc moi j'aimerais beaucoup qu'on arrive à mettre en place cette collaboration là, qu'on crée ce petit laboratoire. Ça me semble important. Alors peut-être pas que pour Fire parce que on pourrait tout à fait envisager de modifier nos outils. Aujourd'hui, on a intégré dans nos outils les bases de données patients, les bases de données des médicaments, les bases de données, etc., etc. Tout ça, il faudrait qu'on le sorte. Il faudrait qu'on soit dans une architecture beaucoup plus conforme un peu à ce qu'on voit sur OpenHI, etc. Et donc, je serais très preneur, moi, de créer un peu ce petit laboratoire, d'avoir cette possibilité de le faire et de dire, voilà, nous, notre intelligence, notre expertise, elle est sur passer des protocoles papier aux protocoles, aux outils digitaux ou en tout cas à l'algorithme. On s'est appuyé sur quelqu'un pour créer ce petit outil, mais c'est ça notre intelligence et notre expertise. Nous, après, on s'inscrit dans une architecture beaucoup plus globale, standardisée. C'est pas nous. La base de données des patients, elle nous appartient pas. Elle appartient pas à cet outil. Elle est globale à tous les outils. Et donc, on est allé vers cette architecture, OpenHI ou une autre, encore une fois, mais probablement OpenHI. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà comment c'est. Et si ça vous va, on le passe à l'échelle. Et puis tous les outils, en gros, vous créez un peu le cahier des charges et tous les outils que vous avez un peu à droite à gauche, qui font déjà de IMCI ou qui font déjà de la santé périnatale, vous leur demandez un peu de se conformer à cette architecture-là. On essaye, on regarde un peu ce que ça donne. Moi, j'aimerais beaucoup aller vers ça et être capable de proposer ça au pays. Alors après, en consortium, encore une fois, l'idée, c'est que c'est pas que ça vienne de terre des hommes. Je pense qu'on n'est vraiment pas les spécialistes à ce niveau-là, que Digital Square certainement est bien mieux placé que nous pour le faire. Mais j'adorerais qu'on essaye de mettre en place ce genre de choses. Oui, et l'objectif qu'on a, c'est de capaciter les dons, donc de donner les outils. Et aussi, par exemple, et là, oui, c'est bientôt, c'est plutôt quelque chose qu'on fait déjà et on va avancer, c'est s'il y a comment dire en français, reference implementations, oui, des petits outils qui fonctionnent voilà. de référence. Ouais. Donc, si on a déjà quelque chose là, OK, on les met là, disponibilité, on crée un petit catalogue de oh, est-ce que vous voulez un petit exemple de comment mettre Fire, Happy et je sais pas, Elasticsearch pour visualisation. OK, voici un petit prototype de comment ça marche ensemble et ça marche. Donc, c'est une image Docker, etc. Donc, c'est normalement des choses qu'on peut promouvoir. Et aussi, pour moi, c'est très intéressant d'obtenir ça ou de vérifier. Oh, il y a un pays qui fait ça. OK, c'est parfait. On va le mettre dans notre catalogue de dire voici une implémentation de référence pour je sais pas, pour la réconciliation des patients ou pour la distribution de bases de données des médicaments ou pour comment ça se lie à la gestion des stocks. Donc, des implémentations de référence, je pense que c'est quelque chose, ça, oui, ça accélère quand même, ça accélère l'implémentation réelle des systèmes. Si je n'ai pas besoin de tout explorer, mais si je peux déjà prendre un prototype et dire, bon, ça marche, donc je vais avancer. En fait, c'est ça que les gens font, beaucoup d'organisations, à ma connaissance, font avec Happy. Donc, et tout le monde peut créer son serveur parce que l'aspect est là. Mais bon, on a Happy. Peut-être il y a quelques issues, mais c'est déjà implémenté, c'est Java, c'est standard, c'est ouvert. OK, on va l'utiliser pour la plateforme nationale. Et je pense que ça pourra aider. Mettre à disposition un catalogue, une liste qu'est-ce qu'il y a là, ça serait intéressant aussi pour les gens puissent la réutiliser.
Hmm. Je sais pas si on discute tous les deux. Je sais pas si d'autres personnes veulent Oui, oui. intervenir. On n'est pas nombreux malheureusement, mais euh, non. Après, moi, une question qui me taraude aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a tout implémenté sur la plateforme Comcare, tous ces outils. Euh, Dans mes discussions avec Dimagui, j'ai un peu du mal à comprendre le vrai du faux. Est-ce qu'ils sont effectivement vraiment engagés vers l'implémentation de Fire dans la plateforme, etc. Est-ce qu'il y a des expériences un peu de ce type-là? Et en gros, un outil qui a été développé un peu indépendamment du standard, qui est implémenté sur Comcare, et on a réussi finalement à rendre les données, à standardiser les données, à les amener, à les conformer au standard Fire et même à les livrer dans un serveur Fire. Est-ce que ça existe? Comme principe, il y a donc le concept de Fire façade, donc une façade de Fire sur un système ou sur une base de données existante, ça existe déjà dans la spec ou dans les centaines de présentations sur Fire. C'est un concept déjà courant. Donc, mais, par exemple, Happy, dès le début, ou presque le début, Happy supporte soit stockage interne, comme modèle Fire, soit une façade dans les systèmes, les bases de données existantes. Euh, Est-ce que ça sert pour cet objectif? Je ne sais pas, parce que si on a des données dans une base de données, bon, OK, on peut faire une façade. Par exemple, si on a des systèmes qui sont, pardon, c'est pas MHT, XDS, OK, donc oui, on a stockage, mais c'est pas le même principe, donc il faudrait faire de la conversion. Par exemple, les gens en Suisse on fait tout un travail de mapper Fire vers CDA, exactement, et la technologie nécessaire pour ça. Donc, parce que l'objectif, c'était pas d'aller à une base de données et faire une façade, c'est de prendre les données comme ils sont déjà échangées, pas stockées, échangées, et les transmettre dans le format Fire. Pardon. Et pour ça, donc, on fait l'avancement de la technologie pour le mapping et pour les outils de mapping est aussi dû à l'initiative de Suisse. Donc, on profite, tout le monde profite de ça parce que la Suisse a fait, et c'est une bonne initiative qu'on a fait. Donc, tout le monde, en principe, on fait les choses et on les met comme open source dans le repositoire. Donc, je sais pas si ça correspond à cette besoin spécifique, mais je pense que oui, c'est soit une façade, soit de mapping entre différents standards, on a déjà des orientations là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est à la fois de pouvoir pousser les données, finalement, de les standardiser, donc de les mettre à disposition, mais c'est autant de les utiliser aussi, c'est-à-dire d'être capable d'aller Oui, oui, interroger un peu ces oui. bases de données et donc de faire le chemin un peu inverse. Et c'est vrai que là, j'ai aussi des doutes par rapport à la technologie qu'on a employée comme CARE. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'interroger des bases de données standardisées, de faire rentrer ces données dans leur base à eux et d'aller les amener à l'utilisateur Oui, de ces données sur le terrain. Et ça, oui. voilà, là-dessus, on a encore des Il y a incompréhensions. peut-être une petite remarque, ou une petite chose qui pour moi c'est intéressant. C'est alors deux points. L'un c'est essentiel, c'est si on fait ça, les règles d'accès aux données, privacité, etc., ça doit être toujours soutenu. Mais euh, l'autre chose, c'est si on parle du mapping, si on parle de conversion ou reformatation des données, euh, une chose que j'ai observée, c'est que oui, l'intégration, on sait que l'intégration point-to-point, ça marche, mais ça n'est pas facile d'agrandir ou d'expandir vers les autres. Alors, c'est important. Mais pour ça s'applique aussi pour l'intégration entre deux différents standards. Donc, si on a un système qui est dans un standard ou les données sont d'une façon, il faut faire les données d'une autre façon. Là, par exemple, ma préférence est toujours de dire non. La première chose qu'on va faire, c'est d'identifier le modèle fonctionnel des données. Donc, qu'est-ce que les données veulent dire? C'est patient gender ou gender identity.
en ignorance si je ne veux pas savoir si c'est un XML, Y ou quelque chose là-dedans. Donc, on fait un petit de reverse engineering, mais pour dire est-ce qu'on est d'accord au niveau du gouvernement, au niveau des stakeholders, que ça, c'est ça que les données signifient fonctionnellement. À partir de ça, on a un modèle national national de référence qui on peut mapper ou comparer vers les modèles des data dictionaries de OMS et OMOP, etc. Mais là, c'est la plus grande richesse. Pour moi, à mon avis, c'est pas la technologie, c'est la décision nationale. Et c'est là qu'on peut observer qu'est-ce qui nous manque là. On a les modèles pour les allergies, pour les vaccins, mais OK, mais les allergies aux médicaments ne sont pas là. On n'a pas un modèle pour ça. OK, il faut le travailler parce qu'il y a deux systèmes là pour lesquels, sans ce modèle-là, on ne sait pas comment faire les analyses. Et si on a ça, on a le pivot, hein, on a le modèle de référence. Et si ici, demain, donc on a aujourd'hui Fire R4, demain, alors on a déjà Fire R5, et puis demain, Fire R6 arrive, en combinaison avec les autres standards qui existent déjà, on a le modèle pivot. Et c'est ça qui nous importe. Donc, c'est les données, je dirais, autorisées dans notre pays, dans notre communauté. Voici le modèle. Si deux systèmes veulent échanger des autres données, c'est entre eux. On n'a pas besoin de tout standardiser, mais voici le modèle pour lesquels on s'emporte. On veut standardiser la sémantique de ça. Et l'interopérabilité sémantique, c'est très importante. Et à mon avis, ça démarre un peu par ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, quand on a défini nos outils, finalement, nous, oui, on a eu besoin à un moment donné, par exemple, de mettre le sexe, donc homme ou femme. On l'a défini d'une certaine manière. C'est une donnée qui est certainement intéressante et qui est utilisée dans le système, dans d'autres outils, etc. Et donc, on aurait aimé, en fait, que le ministère de la Santé au Burkina nous dise, voilà, le sexe, vous l'implémentez comme ça. Il faudrait aussi implémenter le genre, et donc vous l'implémentez comme ci, comme ci, comme ça, etc. On n'avait pas ce cahier des charges pour aucune des données, en fait, qu'on a été obligé de créer et d'instancier dans nos systèmes. Donc, je le vois aussi comme ça, Fire. C'est une manière de pallier un peu à certaines déficiences aujourd'hui ou certains manques dans les contextes dans lesquels on intervient. Et donc, de me dire, bon, bah voilà, quand je définis une donnée, j'ai toujours une référence. C'est-à-dire, je vais regarder dans les ressources Fire et me dire, je dois l'implémenter comme ça. C'est-à-dire que le sexe, c'est homme ou femme, le genre, c'est tatati, tatata, tatata. Et puis voilà, je me pose pas 36 000 questions. Et puis surtout, je vais pas aller créer une donnée comme on l'a fait dans nos outils, hein, aller créer quelque chose qui peut se recalculer, qui est pas une ressource brute en fait. Voilà. Oui. Et en fait, toutes ces questions-là, on se les est pas posées en créant nos outils. Aujourd'hui, on a une quantité de données phénoménale, pas utile. Et à l'inverse, on a des données qu'on collecte pas et qu'il faudrait qu'on ait collectées. Donc, voilà, d'avoir voilà. Fire et d'avoir un référentiel, je pense que ça nous aiderait aussi. Donc, c'est aussi peut-être simplement ça, hein, en fait. C'est que quand on conçoit les outils, simplement de se référer déjà au moins à un standard et presque d'implémenter nativement dans l'outil ce standard. Exactement. Oui. Cette discussion, normalement, c'est très important parce que, alors, normalement, les gens du business et fonctionnels disent c'est ça qu'on veut. Et là, normalement, je mets un peu de côté pas de la technique, mais côté de standardisation pour dire oui, mais ce type de problématique, c'est l'autre, donc gender identity et tout ce type de choses. On a des groupes d'experts globaux qui sont déjà occupés de ça, où il y a connaissance globale des choses, des idées plus stabiles. Donc, pourquoi prendre les bonnes idées qui nous arrivent, qui sont matérialisées dans Fire, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses là qui sont matérialisées dans Fire. Par exemple, la liste pas des sexes, bon, on a administrative sex dans Fire et on a une extension de gender identity et là, Fire dit à chacun ce qu'ils veulent mettre là parce que des pays pourront ne pas avoir rien ou bien des pays pour 3 valeurs, des autres, c'est une option infinie où quelqu'un peut se définir comme il veut. Par exemple, l'état civil, je ne sais pas si c'est le bon expression français, célibataire ou marié, etc. Chaque pays va définir ça. Donc, on peut donner des références, mais
la notion que pour des choses, il faut, par exemple, le statut d'une ordonnance. Le fait que FIRE dit non, statut d'ordonnance n'est pas libre, c'est ça, ça et ça. Ça indique sincèrement une chose très utile qui c'est le statut de l'ordonnance n'est pas le statut de l'exécution des travaux. Donc, si je fais une ordonnance comme médecin, je suis, et c'est ça, le papier va changer jamais. C'est une autorisation, ça est délivré, c'est ça. Le statut de exécuté pour la moitié ou pas encore exécuté, c'est les statuts d'exécution. Donc, en regardant FIRE, en prenant les modèles de référence, on voit que, OK, on va économiser un peu de travail si on va. Alors, au début, tout le monde pense le même. C'est, mais pourquoi? Mais je veux mettre le statut de la prescription médicamenteuse, je veux le mettre dans la prescription. Et là, on demande, oui, mais et s'il n'a pas de dispensation, s'il n'a pas du stock, s'il n'a pas du stock suffisant, si le patient démarre parce qu'il y a déjà des médicaments chez lui, mais il va à la pharmacie 3 jours après la prise du médicament. Donc, et les gens disent, ah bon, c'est vrai. Donc, OK, donc voici la matérialisation des bonnes idées, de l'expérience acquise, des gens qui sont là au terrain, ou moins au terrain, ou au ministère depuis dizaines d'années. Et ça, c'est une chose, un valeur très importante du standard. Aussi, comment relationner FIRE avec les autres standards, parce que FIRE n'est pas je sais pas, la panacée universelle, c'est pas la solution pour tout, c'est FIRE et SNOMED, ou FIRE et LOINC et ICD, etc., OCDI. Donc, tout ça, comment est-ce que ça joue tout? Comment est-ce que FIRE se relationne avec les terminologies, avec les autres standards? Ça, c'est un peu matérialisé dans l'aspect FIRE, et c'est bon de profiter de ça. Alors, super. Merci. Fourier, est-ce que on a, oui, pardon, si je me permets, Fourier, est-ce que vous avez des questions, des sujets à parler? Désolé de vous appeler, mais Allô? oui. Ouais, bon, j'ai pas véritablement de questions en tant que tel. Voilà, je voulais juste écouter et puis prendre un peu vos différentes expériences et puis essayer de voir aussi à votre niveau comment est-ce qu'on pourra l'implémenter chez nous ici. Voilà. OK. Voilà. Alors, oui, c'est bon, voilà, on est ici les quatre. Ce Oui, serait bon de trouver. Il faut dire que j'ai participé ici en Côte d'Ivoire à l'atelier en collaboration avec le ministère de la Santé, avec high-tech et puis un partenaire du PEPFAR sur un processus d'implémentation d'interopérabilité entre deux systèmes d'information. OpenMRS qui gère la partie clinique et puis OpenLS qui gère la partie données de laboratoire. Donc, la demande des tests se fait au niveau des cliniciens dans OpenMRS. Donc, c'est de voir comment est-ce que les données, à partir des FIRE, on va pouvoir pousser les données à partir de OpenMRS dans OpenLS pour éviter qu'on fasse une double saisie et aussi éviter aussi le risque d'erreur. Voilà. Donc, cet échange-là m'a permis de comprendre un peu comment est-ce que ce système-là pourrait être mis en place facilement, quoi. Je n'ai pas bien compris à cause de l'audio de mon côté, je pense, mais. D'accord. Enfin, j'explique un peu. On a deux systèmes d'information, OpenMRS, que vous connaissez. Oui, OpenMRS, oui. Voilà. Ici, qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire, SIGDEP, qui permet de gérer toute la partie clinique, ça va, d'un patient vivant avec le VIH. Et puis, OpenELIS, qui est du côté laboratoire. Ah, OK. Oui. Voilà. Donc, au niveau de OpenMRS, l'idée, c'était de pouvoir pousser les données, c'est-à-dire concernant le patient, au niveau de la base de données de OpenELIS, parce que ça fait une double saisie à tout moment et les risques d'erreur sont vraiment énormes. Ça va? Donc, c'était de voir à partir de la plateforme FIRE comment pouvoir pousser les données, ça va, à partir de OpenMRS à OpenLS. Voilà. Donc, c'est un peu l'expérience que nous avons ici en Côte d'Ivoire. C'est bon. Et comment est-ce que ça va la communauté d'informatique digitale ou de numérique comment est-ce que ça va? C'est aussi un autre problème qu'on veut voir.
comment est-ce qu'on peut agrandir la communauté? Parce que oui, ok, on est les quatre ici, mais Bon, comment? bon, nous avons une communauté ici qu'on appelle GTP EKMS, MIS, c'est cette communauté qu'on essaie de travailler ensemble. J'avais même partagé le lien de ce chat-là, mais apparemment, ils sont en atelier de contact pour se connecter véritablement. Voilà. Okay. Et qui organise, alors, qui est qui dynamise cette communauté? C'est plutôt les gouvernements, c'est l'industrie? Comment est-ce que ça marche? Oui, cette communauté est gérée en partie par le ministère de la Santé à travers la direction informatique et l'information sanitaire et avec le CDC. OK. Parce que normalement, ce que je vois, c'est que oui, les gouvernements ont une très bonne, ont un très important rôle de démarrer ces communautés jusqu'au moins au moment que la communauté gagne une masse critique. Je ne sais pas si c'est une bonne expression. Pour que ça marche avec une certaine autonomie. Par exemple, aux États-Unis, le gouvernement, alors c'est toujours la même chose, le gouvernement investit dans un autre projet, mais à la fin, après quelques années, ils ont une communauté très dynamique et maintenant, ce sont les gens du marché, donc les organisations, des consultants, etc., ou les différentes organisations qui demandent au gouvernement des idées ou qui proposent des choses. Donc, c'est une communauté déjà proactive, mais normalement, le début, c'est toujours des communautés qui sont animées, je sais pas, promues, je sais pas le dire en français, oui, qui sont facilitées par les différents gouvernements, les institutions officielles. C'est un rôle important, c'est de créer les communautés de forme plus autonome, je propose. Et c'est un rôle important aussi, ces discussions importantes pour nous aussi. Comment Oui, est-ce qu'on peut... Oui, effectivement, je pense que arriver à un moment donné, oui, je pense qu'à un moment donné, il sera obligé d'être autonome parce que c'est la partie gouvernementale qui prendra forcément le relais. Donc, l'autonomisation est un processus qui s'impose à un moment donné. Voilà, pour l'instant, on est soutenu par le gouvernement des États-Unis pour côté financement, mais la partie gouvernementale s'investit beaucoup dedans. Voilà, et c'est pour ça qu'on a mis le GTP en place. Donc, je pense que l'autonomisation suivra obligatoirement. Voilà. Parce que le ministère s'est approprié véritablement l'outil. Donc, je pense que l'autonomisation ne posera pas véritablement un problème. oui. Florian? Oui, moi je sais pas si vous vous êtes adressé. Moi je suis basé à Dakar sur un poste régional et à Dakar il y a une communauté francophone qui s'appelle le Café e-Santé. À la base c'était des gens qui prenaient un café ensemble et qui discutaient de sujets autour de la santé numérique. Et puis c'est devenu au fil des temps une communauté assez importante qui rassemble à la fois des professionnels du secteur, d'Imagui et autres, qui rassemble des institutionnels, pas mal du Sénégal, mais aussi des pays d'Afrique francophone, qui rassemble des ONG, donc des implémenteurs. Et je pense que ça serait intéressant de les informer. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Je me suis bêtement dit qu'ils avaient été informés de cette série. Mais ça serait intéressant peut-être de les contacter. Parce que voilà, là, vous allez toucher très rapidement une assez importante communauté qui sera très intéressée, je pense aussi, par ces sujets-là. Elle est animée par des personnes d'IT for Life. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est une petite structure à Dakar, et par un certain Niels Kaiser qui travaille un peu sur la question de l'interopérabilité en Afrique et qui semble être un expert sur le sujet. Je pense que voilà, ça serait intéressant peut-être de les contacter et de voir un peu comment agrandir un peu cette communauté. Ouais. Oui, ça c'est très important. Et bon, je pense alors qu'on est presque à la fin de notre œuvre. Oui, je laisserai le défi, l'idée de voir comment est-ce qu'ensemble on peut arriver à plus, alors pas nous, hein, mais les idées de standardisation, de normalisation, soit des technologies, soit des données,
comment est-ce que les choses qu'on peut apporter aux communautés, comment est-ce qu'on peut le faire de façon plus facile, plus efficace. Donc, si vous avez, oui, des contacts, des gens, je vous demanderai de partager ces types d'initiatives, aussi avec, vers notre côté, des idées, des points d'attention pour dire, oui, il y a quelqu'un là dans un autre pays qui a un problème grave avec, qui ont un problème qui ne sont pas standardisés, ou ils font quelque chose, mais ils sont bloqués. C'est toujours intéressant de partager les idées et de voir, OK, peut-être il y a quelque chose en Norvège qui pourra les aider par cette initiative-là, etc. C'est aussi notre rôle et c'est à ça qui sert ces types de communautés. Donc, si vous avez des contacts, des gens potentiellement intéressés, ça serait très utile. Oui. D'accord. Et peut-être dernière question de mon côté avant de boucler, mais donc vous prévoyez de faire une série un peu de discussions sur le sujet Fire. Quel est le format que vous projetez? Non, je ne sais pas les dates exactes, mais C'est vraiment important. La connexion est pas oui, bonne, Fourier. Ouais. Ouais. Bon, la connexion n'est pas trop stable chez moi actuellement. Je peux faire difficile, mais ça va. oui. Mais oui, mais vraiment en termes de calendrier, je ne sais pas, on va renvoyer l'agenda, mais on a des sessions qui sont plus informatives, donc plus one way, hein, donc on dit voici comment faire terminologie, voici faire et profiling, mais chaque mois, je pense, on a ce type de session exactement pour discuter ce qu'on a discuté avant ou les autres idées. Donc c'est ça, on va essayer d'avoir des sessions régulières avec donc, une session tous les mois, donc, aujourd'hui ça, dans 15 jours, une session plus informative, dans un mois, une session plus ouverte de discussion, et on essaye de faire ça pour partager le plus possible et pour apprendre le plus possible de la communauté. Super, très bon format. Donc, Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir rejoindre et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci tout le monde, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.